Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle matinale thématique de la plateforme d'observation des solidarités, donc la POS, de la Dresse des Pays de la Loire, qui aura pour thème aujourd'hui l'illettrisme. Donc je me présente, donc Mickaël Bernier du Compas. C'est un bureau d'études qui est en charge de l'animation de la plateforme d'observation des solidarités. Donc depuis 2023, donc la Poste a décidé d'organiser des matinales thématiques pour informer les acteurs de la région sur des problématiques particulières. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble des supports et des derniers webinaires, des replays des webinaires, des matinales sur notre site. Donc la Poste est disponible sur le site de la Poste, donc c'est pos-pays-de-la-loire.fr. On pourra redonner le site sur le chat de discussion. Donc aujourd'hui, cette matinale thématique sera composée de plusieurs présentations. Donc tout d'abord, une étude sur l'illettrisme intitulée en 2022, un adulte sur 10 rencontre des difficultés à l'écrit, sera présentée par Céline Pilorge de l'INSEE et Fabrice Murat de la DEP, donc la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. Donc c'est une étude nationale qui a été publiée en avril 2024. Ensuite, donc Madame Armelle Dezabel-Nouri nous présentera la NLCI, donc l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et son rôle en région des Pays de la Loire. Et enfin, Madame Élise Berner, donc responsable de l'Observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme, nous présentera l'Observatoire et ses travaux à partir des données de l'enquête donc FLV, l'enquête donc formation tout au long de la vie. Donc après chaque présentation, donc chaque intervention, nous laisserons un temps d'échange de 10 à 15 minutes où vous pourrez poser vos questions. Donc vous pouvez poser vos questions sur le chat de discussion donc, tout au long du webinaire. Donc nous y répondrons lors du temps prévu après chaque présentation. Donc je vais maintenant laisser la parole à Madame Céline Pilorge de l'INSEE et Fabrice Murat de la DEP, donc qui vont nous présenter l'étude nationale sur l'illettrisme. Madame Pilorge, Monsieur Murat, est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, Oui. Donc je vous laisse la main. Vous pouvez remettre votre vidéo si vous voulez. On n'a pas la main sur la vidéo, a priori. voilà. Par contre, oui, Ça faudrait- va arriver. Pas de souci. Ok, super, merci beaucoup. Voilà, je vous laisse la main. On est Ouais. parti pour Alors, votre je vais présentation. juste partager hop, la présentation. Est-ce que c'est bon pour vous au niveau de l'écran? Vous voyez bien la présentation? Oui, c'est parfait Ok, pour nous. super. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour à tous déjà. Voilà, je suis Céline Pilor, je travaille à l'INSEE. Je suis arrivée sur mon poste là en septembre et je suis en charge des enquêtes sur les formations et les compétences. Donc aujourd'hui avec Fabrice Murat, qui travaille à la DEP, nous allons vous présenter les résultats donc, de l'enquête formation tout au long de la vie 2022-2023, donc sur les compétences des adultes à l'écrit et en calcul. Comme le disait Mickaël Bernier. Ces résultats ont été publiés par l'INSEE en avril dernier. Pour préciser que ce sont des travaux qui ont été réalisés donc à la fois par Fabrice Murat côté DEP et par Leïla Bentoudja pardon côté INSEE. Donc Leïla qui a changé de poste et en fait que je remplace depuis début septembre. Alors juste pour vous annoncer un peu le plan, Fabrice va commencer par vous présenter un peu un historique de l'enquête FLV, on va dire. Ensuite, je vous parlerai de l'enquête en tant que telle, qui comportait pour l'édition 2022-2023 deux volets différents en fait. Il y avait un volet sur la formation des adultes et également un volet sur les compétences. Et ensuite, je vous présenterai les principaux résultats sur les compétences des adultes à l'écrit et en calcul. Fabrice, je te laisse ok. la parole. Merci Céline. Donc, moi, je suis Fabrice Murat, je suis expert donc à la DEP sur les évaluations de compétences des jeunes et des adultes. La DEP, c'est le service statistique
du ministère de l'Éducation nationale. Et je vais un peu expliquer pourquoi l'éducation nationale est partie prenante d'une opération qui concerne les adultes. Il y a un aspect historique qui est intéressant à connaître, qui illustre la difficulté de cette thématique et qui va permettre aussi de revenir un petit peu sur la définition de ce que c'est que l'illettrisme, de ce que sont les mesures de compétences. Donc l'illettrisme, vous le savez sans doute, est une question qui est apparue au milieu des années 80. C'est pas l'analphabétisme, hein, c'est vraiment le fait de repérer des gens qui ont été souvent scolarisés, mais qui, en sachant quelques petites choses par rapport à l'écrit, n'ont pas les compétences suffisantes pour s'en sortir dans la vie quotidienne. Ça a été associé à l'exclusion sociale dès le début, puisque c'est l'association ATD Quart-Monde, hein, qui a mis en avant ce concept. L'INSEE a assez vite cherché à quantifier cette question, plutôt par des enquêtes déclaratives, où on demandait aux personnes si elles pensaient maîtriser ou pas l'écrit, mais on voit assez vite les limites de ce type d'interrogation, parce que des personnes peuvent se débrouiller pour ne pas utiliser l'écrit et donc ne pas être en difficulté finalement face à l'écrit dans leur vie quotidienne, et d'autres au contraire vont surinterpréter leurs petites difficultés et se dire en difficulté alors que leur niveau est assez correct. Donc on a eu assez vite envie d'avoir une mesure plus directe des compétences pour aboutir à un diagnostic de l'illettrisme. Donc il se trouve que c'est par l'éducation nationale que la question a d'abord été traitée, puisque dans une période où se développait pas mal d'enquêtes internationales, l'ADEP a été sollicitée pour participer à une enquête qui se montait sur les compétences des adultes, et le directeur de l'époque a dit oui à l'organisation d'une enquête qui s'appelle IALS, International Adult Literacy Survey, donc qui a été menée au milieu des années 90 dans une dizaine de pays, et puis on a une dizaine qui ont suivi ensuite, où on a cherché à mesurer directement les compétences des gens. Ça prenait appui sur des expériences américaines qui avaient fait ça auprès de jeunes et puis après auprès de l'ensemble de la population de 16 à 65 ans. Donc les enquêteurs, en l'occurrence c'était un institut privé, allaient chez les gens et leur faisaient passer un cahier d'exercice d'une quarantaine de pages. Donc c'était intéressant, mais le problème, c'est que cette expérience s'est révélée assez délicate, parce que les premiers résultats qui sont tombés avant la publication montraient qu'il y avait 41% des personnes en France qui étaient au niveau le plus bas de compétences, et on était très loin de la plupart des autres pays. Donc ça a paru assez étonnant. Le ministre de l'Éducation de l'époque a été particulièrement monté. Il est devenu Premier ministre il y a quelque temps. C'était François Bayrou. Donc il a commandé une série d'expertises méthodologiques qui ont montré qu'il y avait un certain nombre de faiblesses qui ont justifié le retrait de la France. Le problème, c'est que la stratégie de retrait n'est pas forcément la meilleure, et comme les résultats de ces expertises ont fuité, eh bien, dans la presse, on a vu à plusieurs reprises des titres qui étaient le scandale des 41% d'illettrés en France, le chiffre caché de l'OCDE. Donc, on se trouvait dans une position assez embarrassante, et quand dans les années 2000, l'OCDE a décidé de relancer une enquête à peu près comparable, on était un petit peu échaudé, mais il y avait quand même une question qui se posait, et donc la France a décidé de lancer sa propre expérience dans le domaine de l'évaluation des compétences avec l'enquête IVQ. Donc, c'est une enquête où on a sollicité beaucoup de partenaires, hein, donc la NLCI, hein, bien sûr, quand il va s'agir de mesurer les compétences basses, mais aussi le commissariat au plan, le CREST, qui est un institut de recherche, la DARES, la DRES, l'INED, la délégation à la ville, la délégation aux langues françaises. Donc, beaucoup de partenaires se sont impliqués pour financer l'opération et aussi développer la méthodologie, donc à la fois des exercices qui soient pertinents, hein, qui n'aient pas l'air trop scolaires, et puis aussi un protocole de relation entre l'enquêteur et l'enquêté qui soit plus naturel dans le cadre d'une enquête ménage que le côté donner un cahier d'exercice à un enquêté et le laisser plancher pendant une heure, qui est apparu l'une des raisons pour lesquelles il y avait quand même pas mal de difficultés à recueillir des données de qualité, les gens se décourageant assez vite, comme ils n'étaient plus habitués à ce genre d'exercice. Donc l'opération IVQ a été faite en 2002 et en 2004, puis en 2011, avec des échantillons assez importants de 10 000 personnes environ. À partir de ça, il y a eu pas mal de publications qui ont été faites, des 4 pages nationaux, avec aussi des déclinaisons régionales, en particulier dans les DOM qui étaient très intéressés par le phénomène.
Et puis, il y a aussi des études plus poussées. Donc là, je vais en lister quelques-unes très rapidement. Donc d'abord deux références sur la première, sur le principe général de l'évaluation des adultes, qui est sorti dans notre revue Éducation et formation. Et pour le module spécifique à l'illettrisme, il y a un papier de 2010 dans Économie et statistique qui décrit en détail les principes de cette enquête. Ensuite, tu peux passer, voilà. Voilà. Quelques exemples d'autres utilisations. Il y a eu des choses sur le sexe, les différences garçons-filles. Là, je mentionne des choses qui ont été produites dans le cadre de l'Observatoire de la pauvreté et l'exclusion sociale, puisque je vous l'ai dit que c'est un thématique assez proche. On a aussi voulu relier, c'est un peu à l'origine aussi de ce type d'enquête, les compétences avec l'insertion sur le marché du travail. Donc là, un travail d'Aline Branche-Ségeau et Jean-François Giret. Et puis de notre côté, éducation, c'est plutôt les jeunes qui nous intéressent et on a produit plusieurs travaux essayant de voir comment le niveau de compétences évoluait au fil du temps et comment le niveau des jeunes en particulier évoluait entre les différentes années où il y avait eu des enquêtes IVQ et maintenant PIAC. Donc trois articles que je cite ensuite. Donc, pas mal de travaux sur IVQ. En parallèle, PIAC, l'OCDE, a décidé de relancer son programme. Dans ce que j'ai évoqué dans les années 2000, la France n'avait pas participé. Il y avait très peu de pays qui avaient été intéressés. Autour des années 2000, un petit peu avant, l'OCDE a décidé de relancer un programme donc, qui s'appelle maintenant PIAC, Program for the International of Assessment of Adult Competencies, donc avec un objectif plus ambitieux et en profitant du fait que, il y avait eu un gros succès de l'enquête PISA, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'enquête au niveau des 15 ans et qui est devenue un peu une référence dans le domaine de l'éducation pour évaluer les systèmes éducatifs. Donc, profitant de ce succès, l'OCDE a relancé son opération avec une vingtaine de pays lors de la première enquête et d'autres se sont joints à l'opération plus tard. En France, on était encore assez réticents, hein, il faut le préciser, sachant qu'on avait IVQ en 2011 qui était dans les tuyaux. Mais d'une part, on a eu l'impression que le protocole avait évolué, pas forcément dans le même sens qu'IVQ, mais qu'il y avait des changements quand même significatifs qui avaient été faits pour améliorer la relation entre l'enquêteur et l'enquêté. Et d'autre part, on a eu des pressions assez fortes voilà, de la hiérarchie jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et comme je vous le dis, étant donné le succès de l'OCDE dans l'évaluation des élèves, il était difficile de refuser. Donc, on a participé à l'enquête PIAC en 2012, après une enquête IVQ en 2011. Donc, les deux enquêtes ont déjà été faites en commun. Les résultats n'ont pas été très bons. On a été 22e sur 32. Ils étaient quand même moins catastrophiques que dans l'enquête TIALS. Et il n'y a finalement pas eu de polémique particulière lors de la diffusion de ces résultats. Donc le problème qui s'est posé à ce moment-là, c'est quand même déjà à l'époque, dans un souci de rationalisation de l'action de l'État, de réfléchir à l'opportunité d'avoir deux enquêtes sur les compétences IVQ et PIAC qui se ressemblent quand même beaucoup. Donc il y a une mission de l'inspection générale qui a été menée là-dessus et qui a conclu qu'il fallait effectivement essayer d'optimiser le dispositif. On a décidé de garder deux enquêtes, mais avec des objectifs complémentaires. PIAC vise la mesure de l'ensemble des compétences de la population, des plus en difficulté, mais aussi pour essayer de donner la possibilité de distinguer les compétences des bac plus 5 éventuellement, entre eux et par rapport au reste de la population. Et en revanche, on a décidé de reprendre IVQ sous une forme un peu adaptée, on va le voir, pour affiner la mesure sur les plus en difficulté. Une part parce que le protocole IVQ avait été quand même beaucoup utilisé dans ce cadre-là, en particulier par les collègues de la NLCI, mais aussi parce que l'enquête PIAC ne paraissait pas complètement satisfaisante pour affiner le diagnostic sur les personnes en difficulté. Donc, il y avait une opportunité, un intérêt à reprendre IVQ sous une forme pour affiner ce diagnostic-là. Donc, c'est ce qui a donné lieu, donc, encore une fois, 10 ans après, à une collecte quasi simultanée de PIAC fin 2022 2023. Les résultats sont sortis en décembre dernier, avec toujours un classement assez moyen de la France par rapport aux autres pays, plutôt en stagnation. Et puis l'enquête IVQ, elle a été menée en 2023, avec un protocole adapté, comme Céline va vous le décrire maintenant. Voilà, je te repasse la parole.
Merci Fabrice. Donc effectivement, l'enquête Information tout au long de la vie, pour cette édition 2022-2023, elle comporte deux volets. Il y a à la fois un volet formation qui correspond en fait à l'enquête européenne AES, donc c'est Adult Education Survey, qui s'intéresse à l'accès à la formation des adultes tout au long de la vie. Donc ça, c'est une enquête européenne qui est réalisée tous les 6 ans. Et il y a un deuxième volet qui, lui, s'intéresse aux compétences des adultes et qui correspond en fait à l'enquête française Information et vie quotidienne, dont la dernière édition avait eu lieu un peu plus de 10 ans auparavant, donc comme le disait Fabrice, en 2011. Donc ce volet sur la formation, lui, il vise à mesurer la participation des adultes à des activités de formation, donc de formation formelle et non formelle. Donc ça, ce sont des concepts qui sont définis au niveau européen. Et on s'intéresse aussi à l'apprentissage informel. Donc cette enquête elle va permettre de caractériser les formations qui sont suivies par les gens. Donc on va s'intéresser au niveau de la formation, au domaine de la formation, à la durée. Ça permet également de caractériser les gens qui suivent ces formations, euh, avec éventuellement les sources de financement, les gains retirés des formations. Ça va permettre de connaître les éventuelles difficultés rencontrées pour accéder à ces formations et éventuellement les raisons du non-recours. Et enfin, ça permet aussi d'évaluer la connaissance et l'usage des outils d'accès à la formation des adultes. Donc voilà, pour le volet formation. Et donc pour le volet sur les compétences, dont nous allons parler plus spécifiquement aujourd'hui, euh, c'est une enquête qui permet de mesurer les compétences des adultes dans les situations de la vie quotidienne. Alors ce volet sur les compétences, il comprend en fait deux modules. Il y a un module sur les compétences de la vie quotidienne qui évalue les compétences des adultes dans les situations de la vie courante, donc à travers la lecture, la compréhension de texte, l'écriture, mais également le calcul. Et donc l'enjeu principal de ce module, ça va être de mesurer les situations d'illettrisme et les difficultés en numération. Et il y a aussi un module sur l'usage d'Internet, pardon, qui lui vise à évaluer l'utilisation d'Internet dans les démarches de la vie courante. Et donc, ça va permettre aussi de mettre en regard les difficultés à l'écrit avec l'usage d'Internet, notamment pour tout ce qui est démarche administrative. Donc, de voir un peu si les personnes qui vont être le plus en difficulté à l'écrit vont avoir potentiellement peut-être plus de difficultés également à utiliser Internet dans la vie quotidienne. Alors, je vais vous dire quelques mots sur la méthodologie de l'enquête. Donc, c'est une enquête qui est réalisée par l'INSEE avec une commétrise d'ouvrage avec la DARES, donc côté ministère du Travail, pour le volet sur les formations. Et il y a bien sûr également un fort partenariat avec l'ADEPE et la NLCI pour le volet sur les compétences. Euh, donc pour cette enquête, les unités qui sont échantillonnées, ce sont des logements. Donc il y a 20 000 logements qui sont échantillonnés en France métropolitaine. Et ensuite, il y a 2 000 logements échantillonnés dans chaque DOM. Donc les résultats, ils sont représentatifs à l'échelle de la France métropolitaine et de chaque DOM. Mais attention, il faut être vigilant car cette enquête ne permet pas de réaliser des exploitations régionales au niveau de la France métropolitaine. Donc, a fortiori, pas d'exploitation départementale non plus. Et il faut avoir en tête également que les comparaisons doivent être faites par tranche d'âge et non par âge. Alors, comment ça se passe au niveau de l'enquête en tant que telle? Donc, en fait, au sein de chaque logement, il y a une personne du ménage qui est tirée au sort pour répondre à l'enquête. Donc, c'est une personne qui doit être dans le champ de l'enquête et âgée de 18 à 69 ans. Donc, ça, c'est pour le volet formation. À noter que pour le volet sur les compétences, on retient uniquement les personnes âgées de 18 à 64 ans. Donc au final, pour le volet sur les compétences, on a environ 16 000 personnes qui ont répondu à l'enquête. Donc le plan de sondage de l'enquête, il est soumis à différentes contraintes. Il y a des contraintes imposées par le règlement européen, donc pour le volet sur les formations, qui visent à satisfaire des exigences de précision sur les jeunes. Et on a aussi des souhaits de surreprésentation d'un certain public, donc surreprésentation pour les chômeurs et aussi pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, de manière à atteindre une cible de répondants habitant dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville.
et également de répondants qui se déclarent au chômage. Donc cette enquête, c'est une enquête d'intérêt général et de qualité statistique avec un caractère obligatoire. Et donc la collecte sur le terrain a été réalisée entre septembre 2022 et mars 2023. Alors, concrètement, comment l'enquête FLV s'est-elle déroulée? Donc avant tout, c'est une enquête qui est réalisée en face à face. Donc l'enquêteur vient enfin, dans les ménages et interroge une personne dans chaque ménage. Donc l'enquête, en fait, elle commence par des questions sociodémographiques sur l'ensemble du ménage. Donc on va demander le sexe, l'âge des personnes du ménage, leur lieu de naissance, la situation familiale de chacune d'elles, etc. Ensuite, on passe au volet sur les formations. Donc c'est un volet qui assez long, qui va durer 20-25 minutes environ. Donc l'individu qui a été tiré au sort dans le ménage va être interrogé sur les formations potentielles qu'il a suivies au cours des 12 derniers mois. Donc c'est là qu'on s'intéresse un peu au type de formation qu'il a suivi, aux difficultés éventuelles qu'il a rencontrées pour accéder à ces formations, aux raisons sinon qui le conduisent à ne pas en suivre. Et au cours de ce questionnement, on s'intéresse aussi à l'activité professionnelle de l'individu, à son parcours scolaire, donc son niveau de diplôme, savoir s'il a fait ses études en France ou pas, les différentes langues parlées, l'origine sociale aussi, avec le lieu de naissance des parents, le niveau de diplôme des parents. Voilà, ça nous permet d'avoir tout un paysage au niveau activité professionnelle, parcours scolaire, origine sociale de l'individu. Et vient pour finir le volet sur les compétences, donc volet qui nous intéresse ici, avec, donc comme je disais, donc les deux modules. Le premier module sur les compétences, où l'individu va passer, enfin va avoir des exercices à réaliser, donc exercices de lecture, d'écriture, de calcul. Et pour finir, le module sur l'usage d'Internet, où on va lui demander s'il a accès à Internet à son domicile, s'il réalise des démarches administratives en ligne, s'il rencontre d'éventuelles difficultés. Voilà, donc tout ce questionnaire-là, il dure environ 45 minutes. Le volet sur les compétences, c'est à peu près, c'est un peu plus de, ouais, c'est un peu plus de 10 minutes. Et bah, ce qui est intéressant à savoir quand même, c'est que les individus qui vont passer beaucoup de temps sur le volet sur les formations vont en général en passer moins sur les compétences et inversement. Donc ça permet d'équilibrer un petit peu le questionnaire. Alors, le module sur les compétences en tant que tel. Comment ça se passe? Alors, en fait, ce module, il commence par des exercices qui permettent d'évaluer les compétences à l'écrit. Donc, chaque personne va réaliser des exercices, on va dire, d'orientation. Donc, c'est des exercices qui portent sur, enfin, qui sont réalisés à partir d'un programme, la page d'un programme de télévision, et qui vont permettre, enfin, exercices qui vont permettre d'évaluer la capacité à lire des mots isolés et à comprendre un texte simple. Alors, pour les exercices relatifs à la lecture, bah, pour illustrer un petit peu, on va demander par exemple aux personnes de dire comment s'appelle le film qui est diffusé à 21 heures. On va leur demander de donner le titre de l'émission qui est proposée à 15 heures et de dire quels sont les invités de cette émission. Voilà, ça va être un peu ce genre d'exercice. Côté compréhension, on va demander aux personnes de lire le résumé d'un film. Et derrière, on va leur demander de répondre à des questions relativement simples. Par exemple, dans quelle ville se déroule la fête voilà, qui est décrite dans le film, quel va être l'âge de la personne, enfin, de la personne principale du film, pardon. Voilà, ça va être ce genre de questions. Donc, une fois que les personnes ont répondu à ces exercices, il y a plusieurs cas de figure. Donc, si la personne a très bien réussi les exercices, donc c'est ce qu'on voit à la droite du schéma. Ben, on estime que cette personne n'a pas de difficulté à l'écrit. Et donc finalement, les exercices de littératie s'arrêtent là. Et la personne va passer directement aux exercices de calcul. En revanche, si la personne n'a pas pu passer l'exercice du fait d'une maîtrise insuffisante de la lecture ou d'une maîtrise également insuffisante du français, donc c'est ce qu'on voit sur la gauche du schéma, dans ce cas, bah, le questionnaire
s'arrête là également, et donc on estime que cette personne rencontre des difficultés assez fortes dans la maîtrise de l'écrit. Et la personne réalisera par ailleurs également les exercices de calcul. Et donc ensuite, il y a un cas un peu intermédiaire où les personnes n'ont pas su répondre ou ont mal répondu à un certain nombre de questions sur les exercices d'orientation. Et dans ce cas, elles vont passer une deuxième vague d'exercices, donc les exercices complémentaires, qui eux vont être réalisés à partir d'une jaquette de CD. Et donc là, de nouveau, il va y avoir des exercices de lecture et de compréhension, ainsi qu'un exercice d'écriture. Donc si la personne, au final, a un score entre 0 et 60%, on va estimer qu'elle a des difficultés fortes à l'écrit. Et si le score est compris entre 60 et 80%, on estime que la personne a des difficultés modérées à l'écrit. Par contre, si elle a très bien réussi les exercices complémentaires et qu'elle obtient un score supérieur à 80%, dans ce cas, elle n'a pas de difficulté à l'écrit. Donc, une fois que ces exercices pour évaluer les compétences à l'écrit sont réalisés, toutes les personnes réalisent des exercices de calcul. Et donc là, de nouveau, selon la réussite à ces exercices, on va donc déterminer que les personnes ont des difficultés si elles ont entre 0 et 60% de réussite aux exercices ou pas de difficulté si elles ont 60% de réussite ou plus. Et donc côté calcul, ça va être des problèmes assez courts qui vont demander aux personnes de réaliser des additions, des soustractions, des divisions. On va leur demander par exemple de calculer le montant d'un article à partir du pourcentage de réduction. Voilà, ça va être ce genre un peu d'exercice. Et voilà pour un peu donner l'idée du questionnement du module compétences dans FLV. Et donc à présent, je vais vous parler des résultats de l'enquête. Donc en 2022, en France, à l'écrit, on observe qu'un adulte sur 10 rencontre des difficultés. Et il ressort que pour 8% de ces adultes, donc pour les 18-64 ans, les difficultés sont fortes. En calcul, ce sont 12% des personnes qui sont en difficulté. Donc là, on remarque que les difficultés à l'écrit et en calcul se cumulent souvent, parce qu'on a 62% des personnes qui sont en difficulté à la fois à l'écrit et en calcul, mais ce n'est pas pour autant systématique, puisqu'on a aussi 6% de personnes qui sont en difficulté à l'écrit, mais qui réussissent très bien les exercices de calcul. Alors, on va observer des écarts selon le sexe et l'âge des personnes. Euh, En calcul notamment, les résultats montrent que les femmes ont plus souvent de difficultés que les hommes. On va avoir 15% des femmes qui vont être en difficulté en calcul versus 9% des hommes. Ça, pour le coup, ce n'est pas le cas à l'écrit. Au niveau de l'âge aussi, on va avoir une hétérogénéité, puisque les difficultés vont être plus marquées pour les plus âgés, surtout à l'écrit. On a 14% des 50-64 ans qui ont des difficultés à l'écrit, contre 6% des 18-24 ans. Et donc là, ce résultat, ça traduit un effet générationnel, puisque les générations les plus jeunes ont eu des scolarités plus longues et sont plus diplômées que les anciennes générations. Donc ça se traduit bien dans les résultats. Alors on remarque aussi que le niveau de compétence des adultes à l'écrit est fortement lié à la scolarisation en France, pardon, et également à l'usage du français comme langue maternelle. Parce qu'on observe que les personnes qui ont débuté leur scolarité en France rencontrent moins de difficultés à l'écrit que les autres. Donc 6% vont être en difficulté contre 10% de l'ensemble des 18-64 ans. Et toutefois, bon, on a quand même 4% des 18-64 ans qui sont en situation d'illettrisme, donc ce qui représente 1,4 million de personnes. Donc, tout en sachant que l'illettrisme, donc ça définit les personnes qui ont débuté leur scolarité en France et qui rencontrent des difficultés fortes à l'écrit. Il y a vraiment cette notion de scolarité en France.
Autre résultat, pardon, ça va être que le niveau de diplôme aussi joue sur les résultats des compétences à l'écrit en calcul, puisque les personnes peu diplômées sont plus souvent en difficulté. On a plus d'un tiers des adultes sans diplôme qui se retrouvent en difficulté à l'écrit et en calcul. On a également un effet sur les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui vont rencontrer plus souvent des difficultés, avec un tiers des habitants de ces quartiers en difficulté. On a par ailleurs des résultats assez différenciés entre la France métropolitaine et les DOM. Dans les DOM, la population est en effet, rencontre davantage de difficultés à l'écrit et en calcul par rapport à la France métropolitaine, parce qu'on a un habitant sur quatre en difficulté à l'écrit contre 1 sur 10 en France métropolitaine, et 3 habitants sur 10 qui vont rencontrer des difficultés en calcul, contre là aussi environ 1 sur 10 en France métropolitaine. Alors, quelques résultats également sur l'utilisation d'Internet dans la vie quotidienne. Euh, donc, il ressort finalement que les personnes qui vont rencontrer des difficultés à l'écrit vont moins souvent utiliser Internet que les autres. En fait, 17% des personnes en difficulté à l'écrit n'ont pas utilisé Internet au cours des 3 derniers mois, contre 3% dans l'ensemble. 42% seulement de ces personnes ont réalisé au moins une démarche administrative sur Internet, contre 79% pour l'ensemble des adultes. Et il y a un quart des personnes en difficulté, que ce soit à l'écrit ou en calcul, qui ont jugé qu'Internet complique ces démarches. Donc là, on voit vraiment un lien entre les difficultés à l'écrit en calcul dans la vie quotidienne et l'utilisation d'Internet. Et alors, pour finir, quelques mots sur les difficultés de comparaison qu'on a entre les millésimes 2011 et 2022, donc de l'enquête sur les compétences. Donc l'occasion voilà, de donner quelques informations sur ces 2 millésimes. Alors tout d'abord, donc les tests passés en 2022, là, dans le module compétences, ils sont vraiment similaires à ceux qui ont été passés lors des précédentes éditions de l'enquête IVQ, donc en 2004 et en 2011. Les exercices ont vraiment été tirés de ces enquêtes. Il y a juste eu quelques adaptations en 2022 afin de limiter le temps d'interrogation. En fait, les questions n'ont pas été modifiées hein, pour le coup, mais il y a 2 questions de calcul qui ont été retirées en 2022. Et du coup, bien sûr, pour comparer les millésimes, les scores de 2011 ont été recalculés sur cette base pour avoir des résultats similaires. Autre point d'information, c'est que le champ a évolué, puisque à présent, les personnes âgées de 16 ans, 17 ans et 65 ans étaient dans le champ, et qu'à présent, on s'intéresse aux adultes de 18 à 64 ans. Autre petit point aussi, c'est que à présent, les DOM sont inclus dans le champ de l'enquête. Donc en fait, ce qui change surtout là en 2022 et ce qui rend les comparaisons délicates avec les millésimes précédents, c'est que le protocole de questionnement a été modifié. Là, en 2022, le module sur les compétences est adossé donc, au volet sur la formation, comme on a pu en parler. Et donc, ça rend notamment le questionnaire plus long. Et le fait aussi que les questions arrivent en fin d'enquête, toutes les questions sur les compétences, donc les exercices, ça peut aussi avoir un effet sur les réponses. Donc au final, on a des indicateurs 2011 et 2022 qui sont calculés là pour la comparaison sur des champs identiques d'âge et de géographie, sur la base de tests communs. Mais le fait que les protocoles des enquêtes soient différents, ça peut jouer sur les résultats et rendre la comparaison entre les millésimes délicate. Donc une fois qu'on a en tête tous ces aspects, on observe que entre 2011 et 2022, la part des 18-64 ans en difficulté est passée de 16% à 10%, et que la part des personnes en difficulté en calcul est passée, elle, de 13% à 11%. Donc ces résultats, ils traduisent principalement le renouvellement des générations et l'allongement des scolarités, comme on a pu en parler auparavant, puisque les jeunes générations ont des scolarités à présent plus longues, sont plus diplômées que les anciennes,
Et donc, ça ressort dans les résultats. Ils sont moins en difficulté à l'écrit et en calcul. On a également regardé les résultats pour les générations qui ont été interrogées aux deux dates, donc les générations nées entre 58 et 94. Et là, on observe finalement assez peu de différence. Les compétences s'améliorent relativement peu, puisque la part des adultes en difficulté à l'écrit baisse de 14% à 11%, et la part des adultes en difficulté en calcul passe, elle, de 12% à 11%. Alors là, on vous a noté les références vers les études, donc à la fois l'étude France entière, mais également les publications réalisées sur les DOM, euh, donc les 4 publications là qui sont parues en novembre dernier. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention et nous sommes là pour les questions si vous en avez. Merci beaucoup de cette présentation, Madame Pilorge et Monsieur Murat. Donc, nous allons faire un temps de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat de discussion. Donc, il y a déjà quelques questions, donc je vais vous les poser. Donc, une première question de Madame Genevois. Pouvez-vous donner des exemples de formations non formelles? J'ai un gros doute. Pour moi, les formations non formelles, c'est toutes les formations qui ne vont pas donner lieu à l'obtention d'un diplôme, typiquement. Je suis sûre que Fabrice pourra compléter Oui, à un je ne moment suis pas un donné. spécialiste non plus de la formation continue, hein, c'est plutôt l'autre volet. Mais oui, c'est ça, pas de diplôme et qui sont pas structurés. C'est-à-dire, si par exemple vous allez faire une formation à langage informatique, c'est du formel. Mais par exemple, l'apprentissage sur le tas, typiquement, c'est l'apprentissage non formel, quoi. C'est c'est ça, c'est l'apprentissage sur le tas qui est l'exemple typique de formation non formelle. Il n'y a pas forcément de diplôme au bout. Voilà, en plus, oui. Mm, Ça, c'est la condition nécessaire. S'il y a du diplôme, c'est du formel, ça, c'est clair. Mm. Après, il y a la distinction entre l'informel et le non formel qui est parfois ouais. un peu subtile. Il peut y avoir des formations donc, qui sont quand même dans un cadre bien défini, comme celle-ci, c'est une sorte de formation, ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres formations qui sont vraiment complètement voilà, non organisées. Quand on apprend, par exemple, par soi-même sur Internet, je vois une remarque comme ça, c'est effectivement un bon exemple Mm. de formation non formelle. Ça peut être des MOOC, par exemple, à ce Voilà. genre Tout à Oui, c'est fait. ça. Ouais. de De formation. formation, là. Très bien, merci. Alors, Monsieur Louis nous pose une question. Alors, pouvez-vous préciser quand a été réalisée la dernière enquête PIAS Piac, et oui. PIAC, excuse-moi, et où peut-on trouver la synthèse des résultats? Alors, l'enquête, comme je l'ai dit, elle a été réalisée quasiment en même temps que l'enquête IVECUS, c'est-à-dire fin 2022, début 2023. Et les résultats sont sortis en début décembre. Et je vais vous en mettre sur le chat le lien vers la note d'information qui donne les principaux résultats français, sachant que l'OCDE a aussi fourni des résultats détaillés plutôt pour l'ensemble des pays. Très bien, merci. Donc, Madame Sebelec nous pose la question. Donc, faites-vous une différence entre allophone et illettré? Les personnes allophones ne sont pas forcément illettrées et les réponses pédagogiques et d'accompagnement sont différentes. Oui, donc Ouais. je peux répondre et peut-être que la NLC pourra préciser. Depuis le départ, on fait une distinction pour vraiment considérer que les illettrés, ce sont les personnes qui ont été scolarisées en France. On distingue aussi parmi les personnes qui ont été scolarisées hors de France, celles qui ont été scolarisées en français ou pas, ou qui ont comme langue maternelle le français, hein, les critères peuvent changer. Et il y a aussi, en plus, hein, parmi les personnes qui viennent de l'étranger, des personnes qui n'ont été pas scolarisées du tout. Donc il est tout à fait possible avec ce type d'enquête de distinguer ces différentes catégories. D'accord. Donc, quelles sont les corrélations entre les parties accès à la formation et compétences? Pardon, excusez-moi, désolé, j'ai pas Alors, la les question, c'est corrélations. quelles sont les corrélations entre Ouais. les parties accès à la formation et compétences sur la... Donc, l'enquête a fait lever. Pour l'instant, on n'a pas Et- trop regardé ça, ouais. donc c'est difficile de répondre. A priori, comme l'a dit Céline, on partait plutôt de l'idée qu'il y avait relativement peu de formation, hein. Ce qu'on sait, c'est que si on prend le niveau de diplôme plutôt que les compétences comme critère, les personnes les moins diplômées sont certainement celles qui accèdent le moins à la formation continue.
Donc là, on va le regarder, mais c'est pas encore, ça n'a Hmm. pas encore été fait. Moi, j'avais une question justement sur les formations. Vous avez évalué un peu le non-recours. Qu'est-ce que vous avez repéré comme difficulté justement d'accès à la formation? Je suis désolée, parce que alors là, j'ai pas forcément les résultats en tête, mais je peux, enfin, si ça vous intéresse, je peux vous répondre enfin, plus tard. D'accord, très bien. Pour information, il y a eu une note d'information qui a été faite par la personne qui a précédé, Oui, voilà, mais il y a une Céline étude que je Aïla, peux vous voilà, transmettre sur le sujet, en fait. voilà, qui donne D'accord. Pareil, un format 4 pages qui lui a été réalisé sur les formations. Je suis voilà. vraiment désolée, Pas de souci. Donc, vous c'est le pourrez problème d'être arrivé ouais, nous la récemment. passer et puis on la transmettra à l'ensemble des partenaires. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Vous savez, du coup, est-ce qu'il y a une autre enquête de prévue prochainement, justement, pour évaluer un petit peu l'évolution des résultats que vous avez obtenus sur cette enquête? Est-ce qu'il y a... Non, en tout cas, la partie sur les formations, elle est vraiment rythmée, on va dire, par le calendrier européen. Donc, la prochaine enquête aura lieu dans 6 ans, enfin en 2028, 2028-2029. Et pour la partie sur les compétences, c'est en cours d'instruction à l'heure actuelle, que ce soit à côté INSEE, DEP, DARES. Donc, voilà, pas plus d'éléments sur le sujet pour l'instant, mais le sujet est suivi. Et donc là, sur cette enquête, donc, vous nous expliquez qu'il y a eu un module, justement, enfin, un zoom précis sur les DOM et sur les personnes vivant en QPV. Donc il n'y a pas eu d'évaluation en fait l'évolution en fait des difficultés liées à l'éditrisme sur les personnes liées en QPV et dans les DOM. C'était vraiment la première fois qu'on évaluait en fait ce type de public, ce public. Non, non, il y avait déjà eu des enquêtes, mais qui étaient indépendantes de l'enquête métropole. La particularité là, c'est qu'on a fait Ah les oui, enquêtes en d'accord. même temps. Pour l'enquête de 2011, c'était une enquête métropolitaine, et après, et celle de 2004. Et en gros, les DOM faisaient indépendamment de l'enquête métropolitaine leur enquête à leur rythme. Euh, donc ils l'ont pas fait toute la même année, mais la plupart des DOM avaient déjà fait des enquêtes IVQ avant l'enquête FLV. D'accord. Et est-ce qu'il y a une évaluation des écarts entre les DOM et la France métropolitaine, enfin la France hexagonale, savoir si les écarts sont réduits ou est-ce que vous savez Donc là, ça c'est la difficulté qu'a évoqué Céline, c'est qu'en termes de comparaison, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est-à-dire qu'on a des doutes sur la façon dont les choses ont vraiment évolué au niveau métropolitain. Il y a aussi des doutes sur le niveau d'hommes, et on ne peut pas assurer que voilà, les doutes sont les mêmes en métropole et dans les DOM. C'est-à-dire que il y aurait plutôt eu une réduction de l'écart, mais on est plutôt prudent sur ce constat parce que ça interroge. Les collègues des DOM sont un peu sceptiques par rapport à ce résultat. En particulier, il n'est pas corroboré par ce que donnent les indicateurs de la JDC, des journées d'appel défense et citoyenneté, qui sont des journées passées tous tous les ans par les jeunes de 17 ans. Donc, beaucoup de prudence sur tous les aspects évaluation. Par contre, voilà, de façon structurelle, si on compare les DOM à la métropole pour l'enquête FLV, avec une méthodologie donc, qui est vraiment là complètement fiable, les DOM sont plutôt en retrait par rapport à la métropole. Ce qui n'est pas une énorme surprise compte tenu du niveau de formation de cette population. D'accord, merci. Alors une dernière question. Comment expliquer les écarts entre l'enquête PIAC et l'enquête FLV? Alors, c'est-à-dire les écarts. De toute façon, les enquêtes mesurent des choses très différentes et encore plus différentes que dans le cadre d'IVQ, puisqu'on a spécialisé les deux enquêtes. L'enquête PIAC mesure l'ensemble des compétences. Donc, on peut effectivement repérer dans PIAC les personnes les plus en difficulté. Mais comme on n'a pas défini les seuils de la même façon, c'est pas parce qu'on va trouver un chiffre de 20 ou 30% dans PIAC qu'on va dire, ah bah oui, il est différent des vécus. On n'a pas du tout un calage en termes de niveau d'exigence. Le PIAC ne cherche pas à mesurer les personnes en difficulté face à l'écrit ou les personnes illettrées.
Donc après, quand on essaye de regarder les profils des personnes qui ont les moins bons résultats dans les deux enquêtes, il y a quand même une très forte convergence des résultats, que ce soit en termes de sexe, d'âge, de niveau de diplôme. Les deux enquêtes donnent des messages qui sont très proches, même si voilà, leur façon de catégoriser les populations est un peu différente. Très bien, merci beaucoup. Ah, une dernière question. Est-ce que les difficultés liées à la dyslexie ou à une déficience intellectuelle sont distinguées dans les résultats de l'enquête? Alors non, c'est compliqué. Déjà, le terme de dyslexie renvoie à énormément de choses, hein. Le diagnostic de dyslexie, c'est simplement le fait de ne pas savoir lire. Derrière, on peut avoir des problèmes phonologiques, des problèmes visuels. Enfin, faire un vrai diagnostic de dyslexie, ça ne peut pas se faire avec les 10 minutes qui sont octroyées dans l'enquête. On a quand même quelques éléments avec, par exemple, l'identification de mots, c'est-à-dire qu'on va pouvoir distinguer pour une personne si elle a des difficultés en compréhension ou si ce sont des difficultés en lecture de mots, en déchiffrage du texte. Donc déjà, on peut faire des choses là-dessus qui sont quand même possibles. Après, la déficience intellectuelle, ça non, on ne mesure pas cet aspect-là. Il y a un filtre au départ. Si une personne est vraiment en grosse difficulté, on ne va pas la mettre encore plus en difficulté en lui faisant passer des exercices. Et donc, comme l'a dit Céline, dans ce cas-là, ben, il y a une catégorie à part qui est pour les personnes qui ont vraiment trop de mal et pour lesquelles on ne fait pas passer l'exercice. Il peut même arriver parfois qu'elle ne passe pas l'enquête du tout, hein. Il faut bien savoir que nous sommes dans le cadre d'enquête ménage et que parfois on a des individus pour lesquels il est très difficile de faire l'enquête, hein. C'est pas des populations qu'on repère très facilement si on considère les difficultés les plus graves. Ok, très bien. Merci beaucoup de cette présentation et de toutes ces réponses. Alors, je vais prendre une dernière, puis on va passer à la prochaine présentation. Donc, Monsieur Louis nous dit entre 40% en différence sur PIAC et 10% sur FLV, paraît énorme. Sommes-nous Oui, loin non, de la mais le logique en matière 40%, d'électricité? c'était sur IALS. C'est l'enquête qui posait d'énormes problèmes méthodologiques. Quand l'enquête a été refaite en 2011, on était à 22%. Donc c'est plus que le 10%. Mais comme je vous le dis, c'est pas le même seuil. On ne peut pas comparer le fait d'être dans le niveau 1 de PIAC avec le fait d'être en difficulté dans l'IVQ. Hum, C'est comme si je vous disais, entre deux établissements, de regarder ceux qui ont moins de 10. On se doute bien qu'entre deux établissements scolaires, en fonction du niveau d'exigence de ces établissements, c'est pas les mêmes populations que vous allez repérer en dessous de 10 de moyenne. Donc, on ne peut pas comparer des résultats entre enquêtes sans avoir fait un ancrage, c'est-à-dire s'il n'y a pas un minimum d'items communs entre les opérations. bah, Et si, par rapport aux autres pays, méthodologie. on est plutôt en dessous de la moyenne OCDE, mais pas très loin. Et les résultats sont assez convergents avec le classement qu'on a dans PISA, l'enquête faite à 15 ans, c'est-à-dire que c'est pas catastrophique, mais c'est pas brillant. Très bien. On va s'arrêter là pour les questions. Donc, on va passer. Donc, merci beaucoup, Monsieur Murat, de toutes ces réponses. Nous allons passer à la deuxième présentation. Je vais laisser donc la main à Madame Armelle Dezabel Nouri, qui va nous présenter l'ANLCI, donc l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et son rôle qu'elle a dans notre région Pays de la Loire. Et ensuite, donc, Madame Élise Berner, donc, qui est responsable de l'Observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme, qui va nous présenter les travaux effectués par l'Observatoire à la suite donc, de l'enquête FLV, donc formation tout au long de la vie. Donc, bonjour Madame Dezabel Nouri, Madame Berner, est-ce que vous Bonjour, m'entendez? on vous entend. Parfait. Donc, je vous laisse la main et la parole pour présenter la NLCI et l'Observatoire. Merci. Alors, petite question technique, est-ce que vous voyez bien la projection de mon écran Oui, très et bien. dans les bonnes modalités? Ok, Oui, oui, c'est bon pour moi, nous. ok. Écoutez, merci, puis merci d'avoir organisé cette journée pour un peu préciser les choses autour de la donnée sur l'illettrisme, parce que c'est vrai on a beaucoup parlé voilà, de la construction de l'enquête, d'où ça vient, de l'historique. Mais c'est vrai que la donnée est aussi là au service de l'action, parce que l'idée d'avoir des chiffres,
c'est de pouvoir orienter l'action. Et c'est pour ça que la NLCI s'est intéressée à cet aspect-là, a souhaité avoir une enquête dès sa création pour pouvoir orienter justement tous les besoins qui étaient liés à ce phénomène de l'illettrisme. Alors, on en a parlé, je vais passer assez rapidement sur les définitions. Effectivement, l'illettrisme, selon la NLCI, hein, et un travail collégial qui a été mené à sa création autour de la définition, c'est vraiment ce qui désigne des personnes qui, bien qu'ayant été scolarisées en France, ne maîtrisent pas suffisamment les compétences de base pour être autonomes dans les situations courantes de la vie quotidienne. On est vraiment sur un socle très très bas qui est lié à l'autonomie et vraiment à des situations très courantes. On n'est pas du tout dans des éléments complexes, on est vraiment sur comment on se débrouille tout seul dans la vie. On fait cette différence. Alors, je vais revenir après, parce que du coup, depuis 2019, on a aussi intégré, on était sur lire, écrire, compter, en gros, hein, les grandes compétences de base. Et en fait, depuis 2019, on a intégré aussi l'illettrisme numérique ou l'électronisme pour pouvoir aborder tous ces éléments. Donc, effectivement, enfin voilà, on parle d'illettrisme pour la relation à l'écrit, d'innumérisme pour la relation au calcul et d'électronisme pour la relation à la capacité d'utiliser les outils courants numériques. Et on fait également, ça correspond à des questions qui ont été posées, la différence, effectivement, entre des personnes qui ont été scolarisées en France, un petit diagramme comme ça, assez simple. Si elle n'a pas été scolarisée en France, enfin, si elle n'a pas été scolarisée du tout, pardon, on est sur de l'analphabétisme. Les personnes n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre. Et là, on est sur de la formation, de l'alphabétisation. Il s'agit de tout reprendre à zéro. C'est une situation bien particulière. Et la personne dans le chat qui le disait, effectivement, les accompagnements pédagogiques vont être différents. Si la personne a été scolarisée, on se pose la question, est-ce qu'elle a été scolarisée en France ou en français? Si elle n'a pas été scolarisée en français, on est sur une situation d'allophonie, on est sur une personne qui a grandi, a appris une autre langue, et là, il s'agit d'apprendre le français. Parfois, ça nécessite aussi l'apprentissage des compétences de base en parallèle du français, si elle cumule effectivement allophonie et analphabétisme. Et si la personne a été scolarisée en France, ben là, on va être dans une situation d'illettrisme. La particularité de l'illettrisme, c'est que ça fait souvent référence à une situation d'échec, de honte, de tabou, et c'est quelque chose qu'il est absolument important à prendre en compte dans la capacité qu'on peut avoir à repérer et accompagner les personnes. Et c'est pour ça qu'on continue d'insister sur cette différenciation, puisque si on ne le fait pas, en fait, voilà, des différents épisodes de la vie de la NLC ont montré que si on ne défend pas la situation des personnes concernées, en fait, elles disparaissent du champ et elles disparaissent des politiques publiques qui les accompagnent. Donc, c'est important de mettre un nom. Il ne s'agit pas de mettre une étiquette négative sur la situation, il s'agit vraiment de pouvoir construire une politique qui leur permet d'accéder à des solutions et des remédiations qui leur soient adaptées. Qu'est-ce que ça signifie être en situation d'illettrisme, hein, puisque finalement, on s'intéresse à cette question parce que ça a des impacts dans la vie quotidienne, ça a des impacts dans la société. C'est des personnes qui peuvent avoir des difficultés à se repérer dans le temps et dans l'espace. C'est quelque chose auquel on ne pense pas naturellement, mais ça fait partie des éléments qui sont, enfin, les difficultés auxquelles sont exposées les personnes. Ça peut être effectivement avoir du mal à prendre un médicament ou à faire un dosage de posologie ou de faire un mélange. Parfois, on achète un médicament, c'est une poudre, il faut rajouter X millilitres d'eau. Ça peut être une difficulté et un risque. C'est parfois une difficulté à lire une notice d'appareil. C'est comprendre un planning, des consignes de sécurité. C'est ne pas savoir calculer des quantités. Ça peut être aussi une difficulté qui s'est vraiment manifestée lors du confinement, hein, c'est-à-dire retirer de l'argent à un distributeur. C'était des personnes qui utilisaient principalement l'argent liquide. Avec le confinement, ils se sont retrouvés en fait à devoir utiliser une carte bleue et ça a été une difficulté, soit pour retirer de l'argent, soit pour payer directement en carte bleue.
enfin, on ne se rend souvent pas compte de toutes les difficultés qu'engendre la situation d'illettrisme dans le quotidien des personnes. Euh, voilà pour ce qui est de la situation. La structure pour laquelle Élise et moi travaillons, c'est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Le statut, c'est un groupement d'intérêt public qui est sous la tutelle du ministère du Travail. Donc, on a une majorité euh, d'administrateurs qui sont des membres de l'État, des ministères. Mais c'est l'avantage du groupement d'intérêt public. Il est aussi ouvert à d'autres partenaires que sont, par exemple, les OPCO. Un certain nombre d'OPCO sont membres administrateurs, donc c'est les financeurs de la formation professionnelle. Il y a aussi des représentations de collectivités territoriales comme Région de France ou Département de France. Et puis on a également France Travail, l'AFPA, des acteurs aussi qui vont être en lien direct avec des personnes concernées par l'illettrisme. Ça, c'est plutôt pour l'aspect institutionnel. L'agence, en tant que structure, c'est 35 salariés. C'est un siège avec une équipe support et des experts euh, à Lyon. Le siège n'est pas à Paris, le siège est à Lyon. Donc, Élise est à Lyon. Et c'est 18 chargés de mission régionaux, c'est-à-dire on a un représentant de la NLCI par région. Donc, j'ai 17 collègues dans les autres régions de la France hexagonale et également des DOM. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous connecter à notre site internet pour en savoir plus avec magnifiques photos de famille de toute l'équipe. Nous avons 3 missions. La première mission, c'est observer et comprendre, c'est celle qui nous anime aujourd'hui. Une mission de coordination de l'action. L'illettrisme n'est pas une politique sectorielle, c'est une politique transversale qui effectivement nécessite de coordonner, d'animer, puisque en fait chaque acteur a de son propre point de vue, de son propre angle d'action, intervient, peut intervenir sur la prévention ou la lutte contre l'illettrisme. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse euh, se connaître, interagir et créer des dynamiques qui soient vraiment au service des personnes concernées et avec donc aussi un ancrage local, c'est important. On doit vraiment ancrer l'action auprès des personnes qui sont vraiment agissantes auprès des personnes concernées, qui sont toujours très difficiles à repérer et accompagner de manière efficiente. Et outiller, effectivement, on a développé un certain nombre d'outils au service du repérage, de la prise en charge des personnes en situation d'illettrisme et également des pratiques de valorisation de bonnes pratiques, hein, puisque chacun peut avoir, de par son prisme, des approches qui sont intéressantes et qui sont complètement transférables sur d'autres secteurs d'activité. Et depuis septembre 2023, l'agence est dotée donc d'un observatoire euh, avec justement Élise, qui en est la responsable, qui est l'ingénieure statistique responsable de l'observatoire. Et je vais lui laisser la parole pour pouvoir présenter l'observatoire. Donc normalement, on est une équipe de 2. On recrute actuellement un chargé d'études. N'hésitez pas à postuler si vous êtes intéressé. Voilà. Alors, la mission principale de l'Observatoire, c'est d'être la vitrine des données sur l'illettrisme et l'électronisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à la fois de centraliser toutes les données, les études sur le sujet et de pouvoir répondre. On a pas mal de questions, en fait, qui arrivent de différents interlocuteurs. Justement, de renvoyer sur les publications qui existent aussi bien dans la sphère du SSP, donc des services statistiques publics, mais aussi dans d'autres sphères, en fait, voilà, de pouvoir orienter sur des travaux qui existent. D'être le garant aussi de la mesure de l'illettrisme et des définitions qui sont portées par les politiques, un peu de ce que vient de vous dire Armel avant. Et on produit aussi, on peut piloter ou on peut venir en tant qu'expert sur des études, en appui sur des études ou des analyses. Donc là, on a réalisé un premier dossier de l'observatoire que je vais vous présenter par la suite. Et on a des travaux en cours pour 2025, notamment sur les territoires d'outre-mer. Alors, attends, si tu peux revenir juste sur l'émission. Oui. Sur les territoires d'outre-mer et
on va sûrement travailler sur les jeunes, qui va être un peu un thème central en fait des travaux de la NLCI en 2025. Il y a aussi des missions transversales à l'Observatoire, appuyer donc l'équipe en interne sur des questions statistiques ou d'analyse d'études, et également en fait créer un réseau, travailler en lien avec les autres observatoires et le SSP sur les questions de l'illettrisme et de l'électronisme. Là, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a sorti un dossier, donc à partir de l'enquête FLV qui vous a été présentée. Par un petit état des lieux, en fait, il y a eu 3 publications qui sont sorties pour l'instant. Alors, je parle sur la partie, sur le module compétences parce qu'il y en a eu d'autres sur la partie, la partie formation. Il y a eu l'INSEE première qui vous a été présentée par Céline et Fabrice. Donc, le dossier que je vais vous présenter maintenant, qui est sorti donc en septembre donc de la NLCI, et puis une étude de l'Observatoire national des politiques de l'ONPV, de l'Observatoire national des politiques de la ville, qui est sorti aussi en septembre 2024, et voilà, que vous pouvez trouver sur le site si vous souhaitez en savoir plus, et qui concerne donc les quartiers politiques de la ville. Donc nous, on n'a pas pris le même angle tout à fait que l'étude nationale. On a filtré sur les personnes qui ont été scolarisées en France uniquement, puisque ce qui nous intéressait, c'était le prisme de l'illettrisme, mais au sens large, plutôt au sens compétences de base. Et on a, dans les chiffres qui vont vous être présentés après, pris à la fois les personnes qui avaient des difficultés en littératie, donc plutôt à l'écrit, donc soit en lecture, soit en compréhension de mots. Donc il y avait identification de mots, compréhension et aussi à l'écrit, et aussi en numératie. Donc c'est un peu la différence. On a aussi pris tous ceux qui avaient des difficultés en calcul pour en faire en fait un champ unique qu'on appelle des personnes en difficulté avec les compétences de base ou l'illettrisme au sens large. Voilà, et on a pris comme seuil en fait toutes les personnes qui avaient moins de 60% de réussite aux mises en situation sur quelles que soient en fait les 4 choses qui sont testées, 3 en littératie, une en numératie. Et on arrive en fait à une personne sur 10 qui est en difficulté avec les compétences de base, 4% des personnes donc, en situation d'illettrisme et 9% en situation d'innumérisme, ce qui représente 3,7 millions de personnes au total sur les personnes en difficulté avec les compétences de base. Nous, après, ce qui nous intéresse, c'est de connaître un peu le profil des personnes, puisque l'idée, c'est de lutter contre l'illettrisme et de savoir en fait qui est concerné et voilà, d'essayer d'orienter un peu les actions sur le terrain. Donc, ce qu'on remarque, ce que vous a dit Céline, qui était déjà un message qu'on avait par le passé, c'est que les plus âgés sont plus touchés. Donc, une personne sur 2 en situation, en difficulté avec les compétences de base a plus de 45 ans. Mais ce qu'on voit également, c'est que toute la population sont touchées, également les jeunes, puisque parmi les personnes en forte difficulté avec les compétences de base, 15% entre 18 et 24 ans. 15% entre 18 et 24 ans. Ce qu'on voit également, c'est que si on prend toutes les personnes qui ont des fortes difficultés avec les compétences de base, dans ce cas-là, on est à 6 personnes sur 10 qui sont des femmes. Donc, il y a un peu plus de femmes qui sont touchées. C'est lié surtout au fait qu'il y a plus de difficultés côté numératie. Parce que si on regardait uniquement en fait sur le champ de la littératie, donc le champ strict de l'illettrisme, enfin voilà, on peut définir, qui est défini dans le dictionnaire, là, on serait sur un champ où plus d'hommes qui est concerné, même si on voit avec le temps que on arrive un peu à une égalité entre hommes et femmes. Tous les territoires sont concernés. Donc vous voyez là c'est le graphique représente en fait la densité de population entre villes moyennement peuplées et zones rurales. Et on voit qu'en fait les personnes en forte difficulté se répartissent un tiers, un tiers, un tiers pour chaque type de densité, enfin de territoire selon la densité. Donc voilà, se dire qu'il n'y a pas que des soucis dans les grandes villes ou pas que des soucis dans le rural, mais que bien tous les territoires sont concernés,
Si on regarde un peu plus, on voit quand même qu'il y a si on habite certains territoires, on est plus exposé. Donc c'est le cas si on est sur des quartiers politiques de la ville où on a 2,4 fois plus de risques d'être en situation de forte difficulté avec les compétences de base. Et c'est également le cas pour les territoires d'outre-mer où on est à 2,5. Alors, après, j'avais mis juste un petit extrait d'une infographie qui est dans l'étude de l'ONPV, dont je vous ai parlé en préambule. Et là, en gros, donc, sur le graphique, on voit trois territoires. Il y a France entière, il y a ne résidant pas en QPV et résidant en QPV. Et après, il y a trois indicateurs qui sont regardés. Il y a le fait d'être en situation préoccupante, le fait d'être en situation d'illettrisme, et puis le fait d'avoir réalisé aucune démarche administrative par Internet. Et on voit que si on est en situation préoccupante, on est à moins de 60% de réussite aux exercices. Là, France entière, il y a 8% des personnes qui sont concernées. Ceux qui ne résident pas en QPV, on est à 6% et on voit qu'on est à 29% quand on réside en QPV. De la même manière, si on regarde nettement l'illettrisme, illettrisme ici, c'est la même définition que l'INSEE, donc à savoir les personnes qui ont débuté leur scolarité en France et on n'est que sur la partie littératie. Donc là, on voit qu'on est à 4% en France entière. Ne résidant pas en QPV, on est à 3,5%. Donc c'est assez proche en fait du taux national, mais par contre, pour ceux résidant en QPV, on est à 13%, donc on voit que le risque, il est beaucoup plus important. Et pareil sur les démarches administratives, France entière, donc il y a 10% des personnes interrogées qui ne réalisent aucune démarche administrative par Internet, 9% ne résidant pas en QPV et 26% des personnes résidant en QPV. Donc quand on parle du non-recours au droit, ben voilà, là on a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Donc pour revenir sur la publi de l'Observatoire. Ce qu'on met en avant aussi, c'est que tout le monde est concerné et c'est vrai qu'on ne pense pas souvent qu'il y a beaucoup d'actifs. Il y a une personne sur deux, en fait, donc parmi les personnes en forte difficulté, qui est en emploi. Si on zoome un peu sur ces personnes-là, on voit que dans 70% des cas, elles occupent un emploi d'ouvrier ou d'employé. Donc un travailleur sur cinq est en temps partiel. Donc là, on est parmi ceux qui ont des fortes difficultés. Et 1 sur 6 est en contrat CDD ou intérimaire. Si on zoome sur les demandeurs d'emploi, qui représentaient 13% des personnes en forte difficulté, là, on voit que parmi les demandeurs d'emploi, 18% sont en forte difficulté avec les compétences de base. Et si on regarde parmi les demandeurs d'emploi de très longue durée, donc ceux de plus de 2 ans, là, on est à un quart qui sont en forte difficulté avec les compétences de base. On a aussi regardé d'autres facteurs. On a regardé le diplôme. Le diplôme, c'est le premier déterminant des fortes. Donc, il y a vraiment une forte corrélation entre le diplôme et les difficultés avec les compétences de base. On voit que parmi les, les personnes en forte difficulté, 30% n'ont pas de diplôme, 41% ont des diplômes peu élevés, donc CAP, BEP ou BEPC. On a aussi regardé d'autres choses parce que c'est ce qui nous est demandé au niveau du GIP. Donc, notamment de regarder les familles monoparentales. Donc là, il y a 11% des personnes en forte difficulté qui vivent dans des familles monoparentales. Ce taux est assez proche, en fait, du taux de personnes qui vivent globalement dans les familles monoparentales. Par contre, on voit également qu'un quart des personnes qui vivent donc en forte difficulté vivent dans un foyer bénéficiaire du RSA. Donc, voilà. Si on fait sur l'approche utilisation d'Internet et démarches administratives, les deux diapos suivants, on voit qu'il y a vraiment une forte corrélation entre entre l'usage d'Internet et les difficultés. Il y a beaucoup moins de personnes qui utilisent Internet parmi celles qui sont en forte difficulté. Voilà, donc en fait, il y a moins d'usage tout quotidien. Et à 92% pour les personnes qui sont pas en forte difficulté, on a 72% pour les personnes en forte difficulté. Et si on regarde les démarches administratives,
on est aussi sur un constat, enfin, avec des chiffres différents, mais sur un constat similaire, à savoir quand on a des difficultés, on est donc 61% des personnes en forte difficulté réalisent des démarches administratives sur Internet, contre 85% pour le reste de la population. Alors, aujourd'hui, on est sur le poste Pays de la Loire et souvent, très souvent dans nos travaux, on nous demande quelles sont les données que vous avez sur les territoires et on en a très peu. Donc, j'ai essayé de faire un peu un état des lieux de ce qu'on avait. On a des données sur l'électronisme à partir d'estimations, donc à partir de données modélisées. Là, donc, je vous ai extrait une carte qui est issue d'un INSEE première qui a été fait sur les territoires, enfin l'électronisme donc en France métropolitaine uniquement, à partir de l'enquête TIC Ménage de 2019. Donc voilà. Et cette publication, pour ceux que ça intéresse, elle est sortie en 2023. Mais voilà, je pourrais vous redonner pareil si vous souhaitez le lien pour accéder à la publication. Donc, ce que ça montre sur Pays de la Loire, c'est que Pays de la Loire est un peu moins touché par l'électronisme que d'autres régions. Ensuite, il y a une publication qui est sortie spécifiquement sur Pays de la Loire. Pareil, si vous voulez le lien, on pourra vous le mettre à disposition. Donc, cette publication, elle cite qu'une personne sur 7 est en situation d'électronisme en Pays de la Loire. Au niveau national, il y a 15,4%, donc avec les derniers chiffres, mais qui sont un peu plus bas que ceux de 2019. Donc voilà, on n'est pas sur les mêmes années. En 2021, il y avait au niveau national 15,4% de personnes qui étaient en situation d'électronisme. Et on voit, si on regarde un peu par compétence et par usage, que le Pays de la Loire, en fait, est toujours un peu au-dessus sur les compétences fortes et un peu en dessous sur les difficultés de compétences. Également, les données disponibles. Donc, quand on parle d'illettrisme, il n'y a que deux sources qui existent. Il y a à la fois l'enquête FLV, hein, qui est la source de référence, et on a aussi les données des tests de la JDC qui concernent uniquement les jeunes. Donc, sur la cohorte des jeunes, la majorité des jeunes qui passent ont 17-18 ans, même si pour certains, ils peuvent rattraper jusqu'à 25 ans. Et là, on a des données aussi bien départementales que régionales. Donc là, c'est une carte sur les jeunes donc en forte catégorie 1-2, donc qui peuvent être considérés en situation d'illettrisme. Et donc vous avez une idée sur vos départements hein, qui sont très hétérogènes. Voilà. Et vous avez un petit tableau. Pareil, cette année, donc la nouveauté de cette publication, qui est une publication de la DEP, qui est sortie en août sur les JDC 2023. Pareil, on pourra vous mettre le lien si ça vous intéresse. Il y a été creusée la question de savoir si les jeunes qui étaient décrocheurs, donc qui n'étaient pas du tout scolarisés au moment du test. En Pays de la Loire, ça représente 8% des jeunes testés, 9% au national, donc c'est assez proche. Parmi ces jeunes, 28%, donc là on est en Pays de la Loire, sont en difficulté en lecture, donc en fragilité, et 13% peuvent être considérés en situation d'illettrisme. Donc beaucoup plus haut. Et vous dire, donc voilà, on n'a rien au niveau des FLV parce que FLV, pas une enquête qui est représentative à un niveau régional, c'est une enquête qui est représentative au niveau national. Donc il y a d'autres travaux en cours dans des régions pour essayer de pallier ce souci et d'essayer d'avoir des données, des informations au niveau régional. Donc il y a un projet pilote en Hauts-de-France qui est piloté par la NLCI, qui est réalisé par l'INSEE et le C2RP. Donc l'INSEE de Hauts-de-France, la région, et le C2RP qui est le CARIFOREF en fait de Hauts-de-France, pour caractériser les territoires à risque d'illettrisme. Donc la publication donc la sortie était prévue le 4 février. Elle est prête côté INSEE, mais côté C2RP, les travaux ont pris un peu de retard, donc ça va peut-être être reporté en mars, mais voilà, ça va sortir février-mars 2025. Et par la suite, l'idée, c'est d'arriver à essaimer ce projet sur les autres régions.
Il va y avoir 2 essais normalement en 2025 sur 2 autres régions pour voir si la méthode qui a été mise au point en Hauts-de-France marche. Donc il y a pour l'instant des travaux qui débutent en grand test et qui vont peut-être débuter en PACA. Et puis vous dire également qu'il y a d'autres travaux qui débutent, notamment le fait de travailler sur des tableaux de bord de l'illettrisme. Donc c'est en cours en Centre-Val de Loire et à Mayotte. L'idée c'est à la fois enfin, avoir plusieurs volets en fait dans ces tableaux, d'avoir des volets sur quels sont un peu des indicateurs qu'on peut considérer comme corrélés en fait avec les situations d'illettrisme qui expliquent un peu mieux le territoire, mais également d'autres volets, notamment sur l'activité, quels sont le nombre de personnes qui est prises en charge en formation compétences de base, combien sont sortis, combien ont terminé leur formation, enfin voilà, plutôt on va dire sur une part activité pour faire court. Et puis, si on regarde sur les Pays de la Loire, qu'est-ce qui actuellement, il y a le lancement d'une étude en Sarthe-Mayenne sur les trajectoires professionnelles des salariés en formation de base. Voilà. Donc, on ne peut pas vous en dire plus pour l'instant, mais ça pourra peut-être faire l'objet l'année prochaine d'une présentation quand l'étude sera terminée. Et puis après, voilà, ça reste entier. Est-ce qu'on va pouvoir essaimer une fois que le projet tel qu'il est fait en Hauts-de-France ou pas? Ça, c'est une question qui reste à creuser pour la suite. Alors, pour conclure, juste dire qu'au final, si on veut retenir 2 chiffres, il y a à la fois le fait qu'il y a une personne sur 10 qui est en forte difficulté avec les compétences de base et une personne sur 6 qui est en situation d'électronisme. Voilà. Au niveau national, on ajoute. Et je repasse la main à Armel pour terminer. Merci, Élise. Oui, c'est important. Alors là, c'est juste un petit peu tous les outils qui sont à votre disposition hein, pour la prise en charge de l'illettrisme, que ce soit Eva qui est un outil de positionnement, Eva Gilles qui est un outil de sensibilisation des acteurs du monde de l'entreprise, Duplex qui est une démarche pédagogique adaptée qui va s'appuyer sur le numérique pour travailler les autres compétences de base. De manière générale, un numéro vert 0811 10 35. Vous avez une question, vous savez pas trop vers qui vous tournez, ben voilà, vous avez quelqu'un, c'est le CAFOC de Nantes en l'occurrence, qui répond derrière ce numéro. Ça permet d'avoir un point d'entrée, si ce n'est mon propre numéro de téléphone, s'il y a besoin, qui est facilement retrouvable sur le site de la NLCI. Et voilà, une boîte à outils qui sont les incontournables et une démarche d'accompagnement de pratique qui est la coopérative des solutions, hein, le co-design de solutions adaptées aux personnes. Ce que je voulais rajouter, puisqu'on a pris un petit peu de retard sur la présentation, il y a aussi des ressources, des pistes, voilà, de témoignages. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'effectivement, c'est très frustrant à l'échelle de notre région de savoir que finalement, on a peu de sources d'informations. Ce qui est intéressant, et c'est des choses que j'utilise moi dans mon quotidien, c'est-à-dire que à partir des données nationales, on sait que par exemple, les moins diplômés, les non diplômés sont plus exposés au risque d'illettrisme. Et par exemple, on sait que par exemple, la Mayenne est un des départements où la population la moins diplômée, on peut faire des projections d'orientation de la stratégie de travail. De la même façon, on sait que des territoires où il y a beaucoup d'ouvriers, notamment dans l'agroalimentaire, qui est la Sarthe, également la Mayenne, c'est pareil, on peut se dire que ce sont des territoires peut-être prioritaires où il y a plus de fragilité par rapport à l'illettrisme. On n'est pas en capacité d'évaluer précisément, mais ça permet quand même de structurer notre action. Voilà. Et donc là, c'est un certain nombre soit de films qui parlent de situations d'illettrisme. On a des témoignages, et je parle notamment du livre de Stéphane Saintus qui est sorti très récemment. Stéphane Saintus, c'est le local de l'étape, hein, il est à Cholet et il vient de sortir sa biographie. C'est pareil, c'est quelqu'un qui a connu l'illettrisme et qui endosse ce rôle d'ambassadeur, tout comme Aline Le Guluche. Ce sont des personnes qui ont connu l'illettrisme, qui en sont sorties et qui sont
très précieux pour parler et faire parler de l'illettrisme. Justement, des personnes qui l'ont connu, ça permet de faire sauter ce côté tabou et de pouvoir aller toucher des personnes concernées par d'autres moyens que simplement un discours institutionnel. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions du coup. Merci en tout cas de cette présentation, Madame de Zabenouri et Madame Berner. Oui, alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de discussion. Pour l'instant, il n'y a pas de questions particulières. Est-ce que Madame de Zabenouri, vous avez peut-être des actions que vous mettez en place? On parlait là justement en Mayenne et en Sarthe. Est-ce que vous avez des dernières actions concrètes là que vous pouvez présenter Oui, totalement. Alors, il y a une action un peu spécifique qui se construit depuis maintenant presque 2 ans sur le Nord Sarthe, donc le territoire EFOP Nord Sarthe autour de Mamers, avec plutôt comme cible les demandeurs d'emploi en situation d'illettrisme. On avait repéré un territoire plutôt exposé, effectivement, enfin, d'après les caractéristiques de fragilité, et en même temps, finalement, peu d'entrée en formation. Donc, la formation du conseil régional qui s'appelle Prépa Clé Avenir, qui est la formation où les personnes en situation d'illettrisme peuvent être orientées pour pouvoir réapprendre les bases. Et finalement, les deux se rencontraient pas. Donc, on est en train de travailler en fait à un plan local de façon à favoriser le repérage des personnes en situation d'illettrisme, que ce soit notamment avec les missions locales ou les agences France Travail. Et puis après, comment on peut aussi proposer d'orienter les personnes vers une solution de formation et que cette formation soit le plus adaptée et ouverte à l'accueil de ces spécificités. On travaille également sur la Mayenne, on s'est plutôt orienté là sur la sensibilisation des entreprises en faveur de la formation des salariés, puisqu'il y a beaucoup finalement de salariés de très bas niveau de qualification. Donc de la même façon, on se dit que il y a des fragilités, il y a certainement un certain nombre de salariés concernés par l'illettrisme. Donc là, on a une stratégie de sensibilisation des entreprises de façon à ce qu'elles prennent conscience qu'elles ont parmi leurs employés des personnes concernées et que finalement, ça a un impact sur leur performance, sur leur capacité de production et que c'est important finalement de repérer les salariés, de leur proposer un accompagnement à la fois pour le salarié, c'est une plus-value, ça lui permet peut-être de progresser au sein de l'entreprise. C'est un petit peu l'enjeu de notre étude avec l'Université du Mans, c'est de savoir effectivement est-ce que ça a un vrai impact sur les trajectoires professionnelles des personnes, le fait d'avoir suivi une formation de base. Et c'est aussi bénéfique pour l'entreprise parce qu'avec des salariés mieux outillés, mieux à même tout simplement de suivre des formations professionnelles, techniques, si on ne maîtrise pas la base, c'est très difficile de suivre une formation. Aujourd'hui, on sait que le numérique est rentré dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, la transition écologique est un enjeu actuel et il faut accompagner en fait, tout le tissu économique à changer ses process, à changer ses façons de faire, à s'adapter. Et pour ce faire, ils doivent accompagner les salariés à monter en compétence sur tous ces éléments. Et de manière à l'échelle régionale également, sous l'impulsion du préfet de région, une charte a été signée. Pareil, on vise plutôt le monde de l'entreprise pour justement informer, sensibiliser toutes les entreprises sur le fait que l'illettrisme existe, que statistiquement 8% des salariés sont concernés. Donc voilà, à minima, qui se pose la question, est-ce qu'ils sont concernés? On a un outil, là, Evagile, que j'ai vaguement évoqué tout à l'heure. Cet outil, elle a pour but de sensibiliser les entreprises, de se dire attention, oui, effectivement, j'ai des risques d'avoir des salariés en situation d'illettrisme et ça enclenche un processus de repérage, d'accompagnement, de construction d'une offre de formation adéquate. Très bien. Alors, justement, il y avait une question par rapport à ça. Avez-vous des dirigeants d'entreprise particulièrement mobilisés sur le sujet
qui pourraient témoigner de l'accompagnement de salariés en situation d'illettrisme ou de leur recrutement réussi? Oui, on a des entreprises, notamment qui sont dans le cadre du réseau UNEA, donc c'est l'Union nationale des entreprises adaptées, où effectivement, dans le secteur des entreprises adaptées, euh, il y a statistiquement plus de salariés concernés par l'illettrisme, hein, cumulant le fait d'être exposé à un handicap. Le handicap n'est pas significatif d'une situation d'illettrisme, mais en tout cas, ce sont des entreprises qui sont particulièrement sensibles et ouvertes à la problématique de l'illettrisme et qui mettent en place un certain nombre d'actions. Donc, je pense par exemple à Hippolaïs, c'est dans le Maine-et-Loire, c'est une société de nettoyage, une entreprise adaptée de nettoyage, qui travaille depuis des années sur l'accompagnement de ses salariés, une montée en compétences sur l'illettrisme. En Mayenne également, on avait eu un webinaire au mois de septembre ou au mois d'octobre, je ne sais plus, où on avait eu le témoignage d'une entreprise du réseau de l'UNEA. Le réseau des entreprises de l'insertion par l'activité économique. Voilà, on sait qu'il y a effectivement dans ces réseaux une sensibilité accrue. Notre objectif, c'est aussi de toucher, je dirais, les réseaux d'entreprises plus classiques qui ont moins ce prisme pour pouvoir leur faire prendre conscience qu'eux aussi sont concernés et ont des politiques à mener. Mais des témoignages, on peut en trouver, il y a pas de souci. D'accord, merci. Alors, quelques autres questions. Donc, des enquêtes ont-elles posé la question des attentes des personnes illettrées? Alors, là, c'est peut-être pour l'ensemble des intervenants, peut-être je ne sais pas si vous avez des réponses Pour, à donner. pour l'instant, ce que je peux dire, enfin, je peux prendre la parole, hein, vous pouvez compléter tous. Ce que je peux dire, c'est qu'il existe peu de... En fait, au final, à part les enquêtes vraiment de mesure, sur le taux, il existe peu d'enquêtes plus qualitatives sur le parcours des personnes. Voilà, c'est dans une démarche plus qualitative que s'inscrit l'étude qui démarre en Sarthe-Mayenne. Et de la même manière a eu lieu cette année, on va dire, une enquête qui a été réalisée par l'Observatoire de l'intérim et du recrutement. Les, les résultats viennent de sortir la fin décembre. Cette enquête, elle avait pour but de s'intéresser aux personnes donc en forte difficulté avec les compétences de base et de voir un peu quels étaient leurs freins dans leur vie, donc dans leur emploi, dans leur vie quotidienne, etc. Donc voilà, je vous invite à aller voir le retour si ça vous intéresse. Mais voilà, aujourd'hui, on a peu de données là-dessus. Très bien, merci. Alors, autre question, quels moyens pour avoir les compétences de base suffisantes, temps nécessaires notamment? Alors, j'aimerais pouvoir vous apporter une réponse idéale. Hélas, ça n'existe pas, puisque toute la difficulté effectivement de la prise en compte et du traitement des situations d'illettrisme, c'est le sur-mesure. C'est-à-dire que les personnes se retrouvent en situation d'illettrisme pour des raisons multiples et variées, très différentes. Et justement, en fait, ça va impacter euh, la durée de formation. De manière générale, dans le monde de l'entreprise, on est plutôt sur des modules de formation entre 60 et 80 heures, euh, mais qui peuvent être parfois réitérés, c'est-à-dire on peut faire plusieurs blocs de 60 heures, par exemple. Et sur les modules plutôt adressés aux demandeurs d'emploi, donc dans le cadre de l'offre régionale, là, on va être plutôt sur des modèles entre 100 140 heures. Et parfois, ça ne peut ne pas suffire, effectivement. Euh, Parfois, juste quelques heures. Il s'agit d'un blocage. Si le formateur réussit à mettre le doigt sur le blocage, finalement, tout ce qui a été appris, puisque c'est la caractéristique hein, des personnes en situation d'illettrisme, elles ont appris, elles ont soit oublié, soit elles ont été victimes de blocage. S'il y a le déblocage, en 10 heures, en fait, ça peut réactiver tous les savoirs, ou pour des personnes qui viennent, voilà, qui cumulent des difficultés, notamment peut-être des troubles dyslexiques. C'est le cas, par exemple, de Stéphane Santus. Lui a été confronté à des difficultés d'apprentissage
puisqu'il était dyslexique et il n'a pas été repéré, finalement, la dyslexie est une difficulté qui va perdurer et qui va rendre les apprentissages difficiles. Alors, s'il y a un accompagnement, je dirais, médical, hein, la dyslexie, c'est un problème de santé qui est remédié avec les orthophonistes. Les orthophonistes donnent des clés qui permettent de surmonter les difficultés de la dyslexie quand on connaît un petit peu ce qui bloque. Voilà. Ça permet au formateur d'adapter sa formation pour prendre en compte ces difficultés-là et faire progresser la personne. Donc, il y a pas de réponse unique et tout va dépendre à la fois des besoins de la personne, des capacités de financement de la formation et des capacités d'orientation et d'accompagnement de l'organisme de formation. Très bien. Alors, une question qui arrive. Donc, je suis Céline Bouvet. Bonjour, je suis Céline Bouvet, déléguée territoriale orientation emploi à la région et intervient sur le Nord Sarthe. Comme évoqué par Amel, nous avons constaté qu'il est difficile de mobiliser les publics, même lorsque la formation est complètement adaptée et en élargissant les relais prescripteurs. Par exemple, aux maisons France Service, aux bailleurs sociaux. Donc, difficulté, identification, mobilisation. Difficulté aussi d'avoir des formateurs qualifiés sur les territoires ruraux et à proximité des publics. Donc voilà, c'était en Ouais. complément. Merci Céline. Donc effectivement, qui est une actrice centrale de la démarche dans le Nord-Sarthe. Le repérage des personnes reste une difficulté majeure et c'est la clé d'entrée de tout ce qui va découler derrière. Et, euh, et c'est vraiment, je dirais, quelque chose qui nous occupe à l'agence. C'est comment on aide tous ceux qui sont en contact avec le public à avoir la capacité à repérer les situations d'illettrisme et à oser en parler aux personnes, parce qu'on peut repérer la difficulté, mais ne pas oser lui en parler et ne pas connaître les solutions à lui proposer. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le cœur du réacteur dans l'accompagnement des situations d'illettrisme. Très bien, merci pour ces compléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc on va conclure ce webinaire. Alors pour rappel, le webinaire il a été enregistré, donc on fournira le replay prochainement à l'ensemble des participants. Et vous pouvez retrouver le replay et l'ensemble des études présentées ce matin et des documents sur le site de la POS, donc pos-picaloire.fr. On vous le remet dans le chat de discussion. Également, toutes les études qui ont été présentées ou tous les liens des études évoquées lors des présentations, donc on va essayer de les récupérer et vous les fournir avec le replay. Donc ma collègue aussi Stéphanie Bigot a mis le nom du livre de Stéphane Saintus, donc les 1000 vies de Stéphane, éducateur de rue, qui est donc disponible en livre numérique sur Librinova. Donc il y a le lien dans le chat de discussion. Donc voilà, donc je remercie beaucoup à tous les intervenants, donc Madame Pilorge, Monsieur Murat, Madame Dezabenouri et Madame Berner pour cette participation, donc votre participation sur ce webinaire. Donc je vous dis à tous bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine matinale thématique. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Merci, au Bonne revoir. journée. Bonne journée.